On a vu que donc, votre arrière-grand-père était compagnon tonnelier. Donc voilà, on voulait échanger un peu sur ce sujet avec vous. Alors, l'arrière-grand-père, je ne l'ai jamais connu. Vous connaissez son nom de compagnon? Non, moi je n'avais gardé que de lui son image, sa profession, la fierté dont ma grand-mère était l'expression. C'est un homme qui avait été malheureux. Quelle serait la vertu de Monsieur François Hollande? La vertu. Bah, du coup, notre cadeau, c'est... Ça peut être un peu de nos mains. Ouais. Bon, mais bonjour à tous, bienvenue sur Grain de Vérité, en présence d'Eric et de Mika, avec un invité aujourd'hui un peu particulier. Bonjour Monsieur François Bonjour. Hollande, merci de votre accueil donc, au musée de l'accordéon à Tulle. Donc on fait un petit podcast où on parle initialement du métier de tonnelier et où on a en fait bifurqué un peu sur le compagnonnage. Et on a vu que donc, votre arrière-grand-père était compagnon tonnelier. Donc voilà, on voulait échanger un peu sur ce sujet avec vous pour savoir ce que vous saviez sur la relation, ce que vous saviez et la relation que vous aviez avec votre grand-père, votre arrière-grand-père, pardon, par rapport au compagnonnage, au métier de l'artisanat. Alors, l'arrière-grand-père, qui s'appelait Monsieur Patrice, je ne l'ai jamais connu. C'est ma grand-mère qui m'en parlait. Elle m'en parlait pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'elle était très fière qu'il fût compagnon du Tour de France, puisqu'il avait, comme tonnelier, fait un chef-d'œuvre. Et deuxièmement, parce qu'il y avait un tableau qui représentait mon arrière-grand-père et qui trônait, si je puis dire, chez elle, que j'ai gardé par-devers moi ensuite. Et donc, c'était un personnage qui, pour des enfants, était assez impressionnant. Pourquoi il était impressionnant? Parce qu'il avait une grande barbe et qu'il avait une boucle d'oreille, ce qui à l'époque était, je parle de l'époque de mon enfance, assez rare pour un homme, peut-être plus fréquent pour ce type d'artisan et de tonnelier qui montrait qu'il y avait une espèce de confrérie. Et donc, j'avais une interrogation, qu'est-ce que c'est qu'un tonnelier? Qu'est-ce qu'il fait exactement? Et donc, il habitait près de Cognac, et donc il faisait des tonneaux pour le cognac. Voilà le rapport que j'ai eu. Et ensuite, je me suis toujours attaché au tonnelier. J'ai toujours été intéressé par cette profession, parce qu'on parle beaucoup du vin, mais le vin n'est rien s'il n'y a pas des fûts, des tonneaux pour le conserver, qui doivent avoir un bois particulier. Donc, les tonneliers participent de ce qu'est la promotion du vin et la qualité du vin, et donc notre identité nationale, puisque nous sommes très liés au vin. C'est très bien dit. Il faut de bons tonneaux pour faire de bons vins. Merci. Vous connaissez son nom de compagnon? Non. C'était Angoumois l'ami des arts. Parce que vous savez, chaque compagnon, Ouais. quand on est reçu compagnon, on est rebaptisé. Ouais. Et donc, c'était Angoumois l'ami des arts. Donc, c'est Angoumois parce qu'il est né vers Angoulême, Ben, Angoulême, certainement. ouais. Et puis, l'ami des arts, donc c'est un petit sobriquet qui souvent représente une vertu caractéristique du compagnon. Et donc, Victor Patrice était est important pour nous, compagnon tonnelier, parce que c'était le champion de la société. Aujourd'hui, encore au musée du compagnonnage de Tours, ces pièces sont encore exposées. C'est des pièces qu'il a offertes à la création, à l'ouverture de ce musée-là. Et elles sont encore visibles. Et c'était le champion de la société. Quand il fallait faire des pièces un peu compliquées, c'était lui qui les faisait. Et donc, l'ami des arts, parce que vous voyez un petit peu plus loin que le métier, et une ouverture d'esprit sur autre chose que le métier et juste le bois. Donc, quelqu'un de très intéressant et très important. Et d'ailleurs, on n'a pas de photo. Alors, il faudrait que je vous retrouve le Avec tableau. un immense plaisir. D'accord. Avec un immense plaisir. Au sujet de la maquette, du coup, au musée de Tours, on n'a pas pu amener la maquette. En revanche, alors j'ai oublié son nom, la personne qui s'occupe du musée de Tours. C'est Virginie Tostin, la conservatrice du musée.
Donc Virginie Tostin nous dit que vous êtes invité, le bienvenu Mais au je vais y musée aller. à Tours. Donc maintenant que je sais qu'il y a des œuvres de mon aïeul, qu'il était un des champions. Ouais. Moi, je n'avais gardé que de lui son image, sa profession, la fierté dont ma grand-mère était l'expression. Mais je ne savais pas que ces chefs-d'œuvre avaient été offerts par lui d'abord et gardés par le musée de Tours. Donc on n'a pas pu ramener la maquette, on vous a prévu une petite surprise quand même à la D'accord. fin. Mais voilà, merci à Virginie du coup d'avoir joué le jeu et pour toute cette partie Et merci historique. à vous de mener cette recherche parce que on est toujours très impressionné par sa généalogie. Et moi, comme je ne l'ai jamais connu, j'avais simplement les témoignages oraux de ma grand-mère. C'est un homme qui avait été malheureux parce que il avait donc un fils et une fille, et son fils était mort à la guerre. Donc ça l'avait beaucoup attristé. Oui. Et vous savez, il a un frère aussi, qui était compagnon aussi tonnelier du côté de Bonne. Un bosseron. Et je ne me souviens plus de son nom de compagnon, Bosseron la Patience, je crois, dont le fils a également été compagnon tonnelier. Donc c'est une famille très ancrée dans le compagnonnage et dans la tonnellerie. Voilà. Mais donc ce qui est assez marrant, c'est de voir que quelqu'un d'aussi important chez nous en fait a finalement laissé de grandes traces, parce que de grandes œuvres et une image dans l'esprit collectif est très importante, mais rien de photographique. Ouais. Voilà. Donc si vous avez quelque chose, Donc, j'ai avec grand plaisir. Ouais. Voilà. Vous avez des anecdotes sur son Tour de France ou, Non, j'ai simplement le récit que m'en faisait sa fille. Et je pense qu'il était assez impressionnant. Oui, donc certainement. Il avait sûrement cette réputation d'autorité et de former les jeunes. Je pense que c'était ça qu'il cherchait à faire. Oui. Il était originaire, ses grands ou arrière-grands-parents lui aussi, d'Irlande. D'accord. D'où le nom de Patrice. D'accord. Voilà. Ah, très intéressant. Ouais. J'ai trouvé, non, c'est Bosseron la Tranquillité, son frère. D'accord. Voilà. Un joli nom également. Donc, l'ami des arts, la tranquillité, c'est des vertus qu'on se donne chez les compagnons qui reflètent soit un point qu'on doit améliorer, ou soit une vertu qu'on a entre guillemets acquise et qui nous représente nous. Est-ce que vous aujourd'hui vous auriez on va dire une vertu que les gens n'ont peut-être pas conscience et que vous aimeriez qu'on en ait plus conscience? Quelle serait la vertu de M. François Hollande? La vertu, c'est la constance. La patience est une vertu, mais quelquefois on peut être patient puis rien ne se produit. Si la patience n'est pas accompagnée d'une volonté, moi ce que j'appelle une constance, c'est-à-dire de tenir bon sur sa ligne, de ne pas varier selon les situations, les circonstances. Ça ne veut pas dire de ne pas douter, mais ça veut dire avancer, être conscient que le chemin qu'on a pris est le bon. Et si les gens ont le sentiment que vous n'êtes pas constant, que vous êtes un inconstant, qui peut être même un hésitant, ben, ils ne peuvent pas vous suivre. C'est la constance qui va les convaincre que vous avez à la fois une cohérence personnelle et une conscience qu'il faut tenir le cap. Donc la constance amènerait la confiance? Oui, c'est parce que vous êtes constant que les gens qui vous suivent, qui vous regardent, peuvent vous choisir comme repère. Si l'inconstant, pour des raisons de circonstances, c'est-à-dire qui face à une épreuve, face à une difficulté, change ou de conviction ou de trajectoire, mais il ne peut plus ensuite incarner la ligne de confiance que les Français attendent. Et comment arrivez-vous à garder cette constance, justement? Parce que durant votre période de pouvoir, vous avez quand même eu des périodes très, très difficiles. Ouais. Et comment arrivez-vous, ou arriviez-vous en tout cas, à garder cette concentration sur les objectifs? Oui, quand arrive une épreuve, et j'en ai traversé, et notamment la crise terroriste, il peut y avoir une obligation qui est d'aller vite. Il faut prendre une décision dans le moment où elle est attendue et qui peut vous détourner de ce que vous avez comme principe.
Donc il faut arriver à choisir à la fois la bonne direction immédiatement, tout en ayant conscience du jour d'après. C'est ça qui était important pour ce qui m'a concerné. C'est-à-dire, s'il n'y a pas un socle de principes et de valeurs, eh ben, vous êtes capable d'être emporté par une épreuve. Pour un vigneron, par une catastrophe climatique, pour un ménage, une épreuve personnelle, ben, si vous êtes figé et vous êtes c'est le contraire, capable de passer du tout au tout, c'est-à-dire de changer de bord, et ben vous perdez la confiance en vous d'abord et en l'avenir ensuite. Bien sûr. C'est intéressant. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous le saviez, la tonnellerie vit un peu une période de crise. Ouais. Parce que des décisions géopolitiques ont été prises, parce que les gens consomment moins de vin. D'ailleurs, si vous accepterez, on en dégustera un tout à l'heure. Quel conseil vous donneriez aujourd'hui aux jeunes qui se lancent en tonnellerie et qui arrivent en fait dans cette période de crise où du coup on a un peu moins de boulot, où on sent des tensions auxquelles on n'a pas forcément de pouvoir de décision. Enfin, quand c'est comme Donald Trump qui met des taxes, ça nous impacte, mais nous on peut pas, à notre niveau, on peut pas faire grand-chose. Quel conseil vous donneriez à un jeune tonnelier qui débute dans cette situation Qu'il a choisi un métier où les crises sont toujours possibles. C'est un métier où il y a des cycles qui tiennent soit au climat, soit à des événements internationaux, soit à des modes. Hein. Donc c'est la constance qui va de nouveau être la qualité recherchée. Donc un jeune qui va s'installer, même si en ce moment, avec Donald Trump, des droits de douane qui sont posés sur le produit lui-même, ou les Chinois qui bloquent, par exemple, je parlais du cognac, l'arrivée du cognac en Chine, il faut tenir bon parce qu'à un moment, ça va changer. Donald Trump, il ne sera pas toujours là. Et puis même s'il impose des droits de douane et que nous-mêmes, nous lui imposons des rétorsions sur les produits qui viennent des États-Unis, il va céder. Donc il ne faut surtout pas, quand on y a une crise, considérer qu'il faut se retirer, qu'il faut abandonner. Il faut faire gros dos, il faut prendre sur soi-même, parfois sur ses propres économies, mais tenir bon. Parce qu'ensuite, ça va s'éclairer. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Et d'ailleurs, l'économie, elle fonctionne toujours avec des cycles. C'est jamais linéaire. Quand vous regardez l'histoire économique d'un pays, et ça vaut pour tous les secteurs, il y a toujours des moments où ça va se rétracter, puis des moments où ça va repartir, quelquefois pour des raisons qu'on appelle exogènes, c'est-à-dire pour des raisons extérieures. Alors, en l'occurrence, c'est une raison extérieure, c'est pas une surproduction qui serait due ou une mauvaise qualité. Là, c'est un choc qui est porté par Donald Trump, mais ce choc, il va progressivement disparaître. Et puis, il y a des crises qui sont liées à une production qui elle-même commence à saturer ou commence à s'épuiser dans la qualité ou dans les goûts des consommateurs. Alors ça, c'est plus grave. Il y a un secteur qui peut être, à ce moment-là, on avait connu des secteurs industriels qui pouvaient être totalement repensés. Il faut à ce moment-là avoir le coup d'avance. Et donc, pour les tonneliers, puisque vous prenez cet exemple, c'est d'imaginer peut-être si on pense que ça se transportera pas de la même manière ou ça se gardera pas de la même manière, il faut imaginer quels peuvent être les nouveaux conditionnements, les nouvelles modes de stockage. Il faut toujours être innovant aussi. Hein. Et c'est pour ça que l'histoire industrielle, c'est à la fois une tradition et une modernité. C'est la tradition parce que on parle des tonneaux et de ce que les chefs-d'œuvre ont pu être, et une innovation. Il y a beaucoup d'innovations dans la tonnerie. Sur la manière avec laquelle le bois est travaillé, sur la manière avec laquelle les fûts, les tonneaux sont préparés. Et donc, l'innovation permet de renchérir le produit, parce que c'est aussi ça l'enjeu. Il faut que ce que les tonneliers produisent, qui sont des fabrications d'exception, puissent être valorisées. Que la différence ne se fait pas sur le prix, elle se fait sur la qualité.
Oui, puis on voit aussi l'utilité du tonneau a évolué Ouais. dans le temps. Oui, les méthodes ont changé. On est sur des productions très modernes Ouais. aujourd'hui, avec des machines numériques, du laser. Il faut, je pense que vous avez raison, il faut savoir s'adapter, il faut savoir se réenraciner également et pas rester forcément figé dans ce que l'on est. Je rebondis d'ailleurs sur votre carrière. Comment devient-on, alors, j'allais dire comment devient-on autre chose, mais c'est pas ça. Comment passe-t-on de président à ancien président? À un moment, vous rendez les clés de votre bureau? Ou... Oui, on ne rend pas les clés comme un locataire qui change d'habitation. Excusez-moi, c'est toute une préparation, je suppose, en amont. Vous savez que la date arrive, de toute façon. C'est une préparation psychologique. Oui. Vous savez que la date arrive et vous devez prendre conscience qu'elle va tout changer. Vous êtes président, vous pouvez décider de tout jusqu'à la seconde où vous n'êtes plus président. Mhm. Imaginons qu'il se passe un événement international extrêmement grave qui justifie par exemple d'employer la force. Vous êtes président. Vous pouvez même à J-2 décider. Vous avez la légitimité pour le faire. Oui. Certes, vous aurez sans doute à discuter avec votre successeur. Mais quand même, vous pouvez agir. Et puis, à H+1, c'est à l'heure d'après, bah vous ne pouvez plus décider. C'est celui ou celle qui vous a remplacé. Mais c'est la démocratie. Il ne faut jamais accaparer ou considérer qu'on est propriétaire. Il faut se préparer donc à l'accès au pouvoir et il faut se préparer à céder le pouvoir. C'est ça la noblesse républicaine. Bien sûr, c'est ce qui est aussi important, de ne pas justement s'accaparer ce pouvoir pendant trop longtemps et être capable de le redonner. Ouais. Et comment vous réussissez à organiser vos journées, la journée qui suit? Mais elle n'est pas organisée. Puisque... Vacances. On commence par des vacances. Oui. D'abord, les présidents habitent généralement l'Élysée. Moi, j'avais mis du temps avant de me résigner à cette solution. Et donc, il faut qu'ils retrouvent un lieu de vie. Et puis après, un lieu de travail. Bien sûr, il est possible pour un président qui n'est plus président de ne plus du tout travailler. La Constitution avait néanmoins prévu que les anciens présidents siégeraient au Conseil constitutionnel, justement pour leur permettre d'avoir un lieu et de pouvoir utiliser leur sagesse, leur expérience pour vérifier la conformité des lois à la Constitution. Mais moi, je n'ai jamais siégé au Conseil constitutionnel. Je préférais finalement faire tout à fait autre chose et avoir la liberté de le faire. Et donc ça, c'est à la fois ce qu'un ancien président perd, c'est le pouvoir. Ce qu'il gagne, c'est la liberté. C'est la liberté. Et l'expérience, certainement aussi. Et l'expérience, ça, c'est ce qu'on a quand on n'est plus. Vous voyez, c'est ce qu'on a acquis par l'exercice du pouvoir, ou par l'exercice d'un pouvoir, quel qu'il soit, ou d'une responsabilité, et qui doit se transmettre. L'expérience, il ne faut pas la garder pour soi. L'expérience, elle est faite pour être donnée. Je pense que c'est vrai dans tous les métiers. Un artisan qui a une expérience, s'il ne la transmet pas, finalement, il se perd lui-même. C'est pas simplement l'expérience qui va disparaître, c'est sa trace, la trace de l'individu. Il n'y a rien de plus beau que de transmettre à des futures générations ce que vous savez pour qu'elles puissent en tirer le meilleur profit et surtout ensuite prendre à leur tour la responsabilité. C'est ce qu'on prône nous aujourd'hui chez les compagnons. Ouais. C'est la transmission du savoir, de l'expérience, donc à travers le voyage. Et aujourd'hui, je pense que c'est l'une des meilleures façons d'apprendre en fait, de partir, voir ce qui se passe ailleurs, justement pour qu'on nous transmette. Et ce qui a été le fait des compagnons, dans une période quand même, si je parle de mon arrière-grand-père, on est à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle. Les modes de transport ne sont pas ceux d'aujourd'hui. Il n'y a pas de voiture, il y a des trains, mais il y a de la marche à pied pour l'essentiel. Oui. Et donc aujourd'hui, qu'il y a beaucoup plus de facilité de transport, il y a peut-être moins de mobilité. C'est que ça peut paraître tout à fait paradoxal. C'est-à-dire qu'un compagnon, il allait découvrir la France. Il allait voir d'autres cultures,
pas une autre société, mais d'autres traditions, pour ce qui l'intéressait, d'autres modes de fabrication. Eh bien, aujourd'hui, il y a peu de jeunes qui ont cette chance de pouvoir, habitant par exemple ici en Corrèze, aller passer 3 jours à Marseille, une semaine à Paris, et puis après en Bretagne, et essayer de comprendre ce qui se passe. Et on peut dire, oui, mais la télévision, les réseaux sociaux offrent ce type de partage. Non, c'est faux. Donc, s'il y a un conseil à prodiguer pour changer l'éducation nationale, c'est qu'il y ait, on parle beaucoup d'Erasmus pour l'Europe, mais un système qui fasse que des collégiens ou des lycéens puissent passer un peu de temps ailleurs que dans leur établissement pour tout simplement découvrir que nous sommes tous français, mais on a des origines, des parcours, des modes de vie quelquefois assez différents. Oui, et puis je pense qu'on ne réalise jamais complètement le bonheur que l'on a à vivre quelque part avant qu'on le quitte. Bah oui, ça c'est très vrai. Le Tour de France à l'époque de votre arrière-grand-père, donc lui était reçu en 1886. Ouais. Il a été reçu compagnon 1886 à Tours. À l'époque, le Tour de France durait beaucoup moins longtemps qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est sur 5-10 ans de voyage, qui est long en fait. Mais comme vous le disiez, on voyage en voiture, en avion, on s'exporte beaucoup plus. On va chercher l'expérience professionnelle, vraiment. Alors forcément de la mixité, de la recherche de culture, mais le voyage en lui-même, en fait, on ne le voit plus, puisqu'on va de A à B, et cet espace entre A et B, finalement, compte plus. C'est A et B qui comptent. À l'époque, le Tour de France durait 3-4 ans. Par contre, fait à pied. Fait à pied. Et chaque kilomètre était fait sur du gravier, sur de l'herbe. Et les contrats aujourd'hui qui nous sont des contrats de 6 mois ou 1 an, très figés, très rigides, à cette époque-là, c'était bonjour, je viens travailler, est-ce que vous avez du travail? Oui, j'ai eu travail pendant 5 jours. Et puis voilà, c'était 5 jours quelque part, et puis la suite se faisait naturellement. Donc le Tour de France était complètement différent. Et pour le coup, je suis d'accord avec vous, l'ouverture d'esprit devait être différente aussi. Alors, la finalité est la même en fait, mais c'était certainement moins basé sur l'apprentissage du métier en tant que finalité. Après, ça a changé aussi parce que la société a évolué aussi et que justement, aujourd'hui, si les contrats sont comme ça amène aussi parce que tout le système autour fonctionne différemment que. Et puis il faut former des jeunes. Et puis il faut former des jeunes. Pour continuer sur la transmission, on a un petit rituel du coup dans le podcast, c'est que chaque invité nous offre une bouteille. Donc ça peut être n'importe quoi. C'est une bouteille qui a une histoire envers la personne et qu'on transmet à celui d'après. Ça fait une petite chaîne. Donc du coup, on a fait un podcast avec Baptiste Offrand, qui est compagnon charpentier, donc dans une autre société compagnonique, et qui a décidé d'arrêter la charpente et qui a repris le domaine de son père à Fleury, dans le Beaujolais. Et qui nous a offert son rouge. Je ne sais plus ce que c'est par contre en cépage. C'est du gamay. Donc c'est du gamay, ok. Donc ouais, voilà, son histoire est assez intéressante parce qu'il il est devenu expert grâce au Tour de France en charpente, et quand il était question de reprendre le domaine, en fait il a pas trop hésité, et là aussi il y a une transmission de valeurs avec son père qui est assez intéressante. Donc voilà, c'est je vais goûter ce vin avec beaucoup de plaisir. Et je suis content que de charpentier soit devenu viticulteur, mais l'inverse c'est possible. Hein. Parce qu'en réalité, comme on l'a vu, tout se tient. Le bois, le fût, le tonneau, le vin, c'est le même ensemble. La viticulture fait vivre énormément de métiers en amont. Tout ce qui se fabrique pour que le vin puisse être recueilli, travaillé avec la vigne. Et puis en aval, ici vous êtes dans une terre, la Corrèze, où la production de vin, même si je vous ai amené une bouteille, mais la production de vin n'était pas particulièrement notoire. Mais où le vin
a eu un rôle très important, puisque dans ce qu'on appelle la Haute-Corrèze, à Meymac, il y a eu des familles qui ont vendu le vin de Bordeaux. Donc ils l'ont vendu dans le Nord, en Normandie. Donc c'était des représentants, si on veut, qui se déplaçaient, qui passaient des semaines, parfois des mois, dans des départements lointains pour vendre le vin de Bordeaux. Puis un jour, ils se sont dit, bon, on va non seulement vendre le vin, mais pourquoi nous ne devrions pas nous-mêmes être viticulteurs? Et donc, beaucoup de familles corréziennes sont devenues viticulteurs vers Libourne. Et j'ai rapproché les deux villes, Meymac et Libourne, bien longtemps après, puisque Meymac était le lieu où tout était parti, jusqu'à même se faire appeler Meymac près Bordeaux, ce qui n'est pas tout à fait géographiquement exact, et Libourne, parce que c'était là le lieu de la production. Donc, ici, en Corrèze, c'est une terre où le vin a été transporté, le vin a été vendu, et puis on peut dire que le vin a été acheté jusqu'à la vigne qu'il a été. Et les familles corréziennes possèdent une grande partie des plus grands crus de Bordeaux. Mais je vous ai apporté néanmoins un vin qui a été produit en Corrèze. Alors, là aussi, le réchauffement climatique a fait que, même si ce vin-là était déjà connu, des parcelles ont pu être replantées et avec une amélioration constante de la qualité. Donc, c'est un vin qu'on appelle le vin de Bransaigne et qui est un vin d'appellation protégée, bio, donc qui s'appelle Pierrot, le vignoble. Donc vous le donnerez à votre invité suivant. Merci beaucoup, Corrèze. Merci. Vous me donnez l'impression de quelqu'un qui aime beaucoup l'histoire. Oui. C'est sans parler de passion, mais c'est quelque chose qui vous est venu de par votre métier, de par votre besoin justement de mémoire et de connaître la zone dont vous vous occupez, ou juste l'histoire en général est importante pour vous? Ça m'est venu de ma famille. Il se trouve que mes deux grands-pères, donc deux grands-mères aussi, avaient vécu 2 guerres mondiales. Oui, moment difficile. Donc les deux avaient combattu pendant la première et avaient été appelés pendant la seconde sans aller beaucoup plus loin. Mais avaient vécu donc des événements qu'on appelle historiques. Bien sûr. Donc pour l'enfant que j'étais, même pour l'adolescent que ensuite je suis devenu, les écouter, c'était pas si facile parce qu'ils parlaient peu. Quand on vit des moments douloureux ou même atroces, on n'a pas envie forcément d'y revenir. Mais à mesure qu'on vieillit, on veut quand même raconter ce qui s'est passé. Donc ils m'ont donné cette culture historique. Puis ensuite, mon père, ma mère aussi avait des idées qui n'étaient pas forcément les mêmes sur le plan politique. Et donc ça m'intéressait. Je me suis intéressé à l'époque de mon enfance, c'était la guerre d'Algérie qui finissait. J'avais 6 ans, 7 ans. Pourquoi qu'est-ce qu'on fait pourquoi les uns veulent que la France reste? Pourquoi les autres veulent qu'elle parte? Donc l'histoire, c'est l'histoire quelquefois immédiate. C'est l'histoire familiale. Puis c'est aussi de comprendre ce qui s'est produit dans le passé et qui, non pas revient, mais qui peut nous expliquer qu'il y a des enchaînements qui peuvent conduire à des atrocités ou à des remises en cause de ce qu'on croit le mieux établi, la démocratie, la liberté, les principes. Comment les sociétés peuvent basculer. Donc ça c'est intéressant de le comprendre pour le prévenir. Et puis vous évoquez un territoire, quand on arrive dans un territoire dont on n'est pas issu, moi je ne suis pas né ici en Corrèze, on va en connaître encore davantage l'histoire, puisqu'on y est reçu, puisqu'on va en être un des acteurs, savoir qu'est-ce qui a eu lieu avant, de manière à ce qu'on puisse comprendre un certain nombre de comportements.
Donc l'histoire, c'est très important. Et ce qui me frappe, c'est que on parlait de mes aïeux, c'est qu'ils n'étaient pas forcément instruits comme on peut l'être aujourd'hui. Ils n'avaient pas suivi d'études supérieures. Mais ils avaient une culture historique, parce que c'était ça aussi le voyage. Puis quand on s'appelle l'ami des arts, je suppose que derrière, il y a forcément une raison. Et puis quelquefois, on redécouvre des choses qu'on n'avait pas forcément comprises. Donc ma grand-mère, la fille de Patrice, elle m'avait remis une médaille Jean Jaurès, où il y avait Jean Jaurès. Et elle me disait, c'est pas spécialement socialiste, mais pour elle, c'était son père qui lui avait remis sans doute cette médaille. Et il y avait, sur cette médaille, il y avait marqué « Le travail, c'est la liberté ». Donc c'était ça sa devise à Patrice. Hein. Le travail, c'est la liberté. Très intéressant. On a qui sont derrière, on a des cannes de compagnons, et sur le modèle qui est à gauche, là, c'est le modèle fond, il est marqué travail, liberté. Voilà. C'est assez juste, assez marrant. Et pareil, c'est des cannes qu'on se retransmet. Oui, alors nous compagnons tonneliers, avons une particularité par rapport aux autres mouvements compagnoniques, c'est que nos cannes, en fait, sont retransmises. C'est-à-dire que ma canne à moi, qui est celle de gauche, en fait, date de 1908. Je suis le troisième à l'avoir. Parmi les choses que le compagnon nouvellement reçu a obligation de faire, c'est la retransmettre. Alors pas forcément de son vivant, mais être sûr que la canne soit retransmise après son décès, et de se souvenir de tous les compagnons qui l'ont porté avant lui. On continue sur cette notion de chaîne. Voilà. De chaîne, et c'est aussi ce qui fait que l'histoire reste. Je pense que c'est des petites actions comme ça qui font qu'aujourd'hui on a encore des traces de l'action, enfin de l'histoire et de ce qui s'est passé, et qu'on arrive aujourd'hui à retrouver. Passe à la surprise ? Bien sûr. Ah oui. Ouais. J'allais rater la surprise. Ah bah non, quand même, que vous ne soyez pas venu pour rien. Juste un seul pour l'instant. J'en profite. Vous pouvez partir de votre bureau à l'Élysée avec un petit souvenir. Alors, on est entre nous, hein, personne ne sera au courant. Donc, il y a une règle que tout cadeau qui représente plus de 150 €, enfin, D'accord, c'est équivalent, bien sûr. doit rester D'accord. à l'Élysée. Vous êtes parti avec des stylos. Donc, on peut partir avec des choses qu'on nous a données de moins de 150 €. D'accord. Donc, ça peut être un stylo, ça peut être une petite voiture, Ouais. ça peut être, oui, quelque chose une petite statue africaine, Bien sûr. ou au contraire une lampe de mineur. Mhm. Vous voyez, ce genre oui. d'objet qui va correspondre à un voyage le plus souvent. Vous accordez de l'importance à cette mémoire-là, une période forcément très importante dans votre vie, mais est-ce que vous avez besoin d'avoir justement ce petit bibelot? Non, je pense que il faut vivre une responsabilité comme si elle était, ce qu'elle est d'ailleurs, limitée dans le temps, et donc vous n'avez pas à la figer dans un souvenir en particulier. Vous avez à faire en sorte qu'elle puisse. C'est une trace. La trace, c'est vous, c'est pas ce que Bien sûr. vous allez recevoir. Et puis ce serait réducteur en plus. Ouais, je crois. Il y a un cadeau que vous avez reçu qui vous a vraiment marqué aujourd'hui, si on devait en choisir un, pendant votre période de président. Les cadeaux qui marquent, c'est les cadeaux que des citoyens ou des jeunes font par eux-mêmes. Oui, quelque chose. Spontané. Un dessin, un portrait. Ça m'est arrivé. Donc, vous allez dans un endroit où quelqu'un vous a fabriqué quelque chose pour vous. Ça, c'est personnel. Oui. C'est pas simplement un cadeau officiel. Parce que vous savez, dans les déplacements présidentiels, le protocole prévoit toujours que vous allez offrir un objet et que vous allez en recevoir un autre. En fait, tout ça va rester dans des armoires. Bon, il y a des musées de présidents ici, il y en a en Corrèze. Mais c'est des objets qui sont finalement choisis par d'autres, par le protocole. Ce qui compte, c'est l'objet qui vous touche parce qu'il va vous être donné par un anonyme, mais qui va compter. Quel est l'intérêt derrière ce cadeau, du coup, si c'est protocolaire, si c'est pas nous qui le choisissons? C'est une tradition diplomatique. On offre
soit une lettre d'un monarque qui est resté dans un pays et qu'on restitue. Là, vous avez vu, il y a par exemple des biens qu'on restitue aussi à des pays qui ont été privés. Donc il y a cette tradition toujours. Par exemple, pour la reine d'Angleterre, on savait, enfin le protocole savait qu'elle aimait un certain nombre de marbre et notamment des chevaux qui étaient en marbre de la manufacture de Sèvres. Donc ça, c'est le travail du protocole, mais il n'y a rien finalement de très personnel. On offre un livre, j'ai dû recevoir des livres de grande valeur, mais tout ça est redonné, et c'est bien qu'il en soit ainsi aux archives ou à des lieux, l'Élysée, qui ensuite les expose dans des musées. Oui, c'est un cadeau à la fonction, pas à la fonction. Pas à l'homme. Ouais. Bah, du coup, notre cadeau, c'est fabriqué un peu de nos mains. Ouais. Vu qu'on n'a pas la maquette, on vous a fait un petit montage avec la photo de la pièce, du coup. De Victor. Oui, exactement. Ouais. Enfin, des pièces. Qui est encore aujourd'hui un travail assez exceptionnel, de par sa complexité, et surtout à cette époque-là. C'est-à-dire que ce sont des fûts qui sont très petits. Il ne faut pas s'imaginer une maquette énorme. Ce sont des dimensions qui sont très petites. Et des choses très particulières. Là, c'est ce qu'on appelle un contrebandier, c'est-à-dire que ça, c'est un fût qui est creux. Ce sont deux fûts emboîtés l'un dans l'autre. La même chose avec un fond au milieu. Enfin, voilà, qui était déjà pour cette période, en fait, quelque chose de très artistique, en sachant que nous, notre métier n'est pas très artistique, en fait. Et donc, voilà, lui, à travers ses pièces, a su montrer, en fait, une autre vision du métier, tout en incluant des difficultés qui sont encore aujourd'hui bien présentes. Et puis inspirantes, c'est des maquettes qui nous inspirent et qui inspirent encore les jeunes aujourd'hui. Ça reste des exemples sur là où on vient piocher une idée, on va essayer de refaire la même chose. Et c'est vrai que pour l'évolution du métier, c'est assez important. Excusez-moi, on a une légende sur, je ne sais pas d'ailleurs si tu la connais, sur cette pièce-là. Ouais. Il y a un tout petit cerclage qui est au-dessus là. Ouais. Et donc pendant longtemps, il se disait que le compagnon, parce que c'était une légende, chez nous on n'a pas de visuel, donc c'était cette espèce d'aura. Il se racontait que cette pièce-là, il avait mis son alliance pour cercler ce fût. Alors c'est pas vrai, mais c'est une légende qui est restée pendant très longtemps dans le métier, qui est assez intéressante. Parce que non mais je suis très touché par la vision de son travail. Et donc je me fais moi-même un devoir, puisque c'est sur le devoir quand même que tout ça se tourne. C'est d'aller à Tours voir le musée et de regarder de mes propres yeux ce que mon arrière-grand-père a pu fabriquer. Et qu'il n'a pas transmis à... Il avait donc un fils qui est mort à la guerre. La fille est devenue institutrice. Mon père a été médecin à Tours. Oui. Et donc, il n'a pas transmis Oui, mais vous voyez, le message est beau quand même. C'est-à-dire qu'un tonnelier ouvrier, qui n'était pas un grand métier, ce n'était pas un architecte, arrive quand même à transmettre une passion de quelque chose à ses enfants ou des valeurs, et ses enfants finissent instituteurs, médecins, et sa descendance finit président de la République. C'est quand même... cette élévation par le métier est réelle. Et finalement, chacun fait son œuvre. Exactement. J'en profite pour remercier Virginie Tostin, qui est donc la conservatrice du musée de Tours, qui nous a gentiment donné les clichés. Alors on a demandé s'il était capable, si on était en moyen de sortir les pièces pour vous les montrer physiquement. Alors ça ne se fait pas. Non, mais voilà, dans notre grand amateurisme. Mais elle vous invite très chaleureusement. Je crois que M. Mitterrand était venu. Oui, parce que Mitterrand était d'Angoulême. Oui. Et il était très attaché justement à ces métiers-là, puisqu'il les avait vus lui-même enfant à Jarnac, ou quand vous allez à Jarnac, c'est les maisons du Cognac. Donc c'était toute cette région. Mes grands-parents y vivaient, donc c'est la région à la fois de la Charente et de la Touraine. C'est ça. Voilà. Merci à vous. Merci à vous. Merci d'avoir pris le temps de nous recevoir. Très et merci de votre proximité. Vous ne nous connaissez pas. On ne fait pas grand-chose et vous nous donnez 1 heure de votre temps. C'est formidable. Non, c'est bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et vous féliciterez Bien sûr. Avec plaisir.
Merci à François Hollande pour sa disponibilité et la qualité de son intervention. N'hésitez pas à vous abonner à notre page pour ne rien rater des prochaines vidéos et soutenir notre travail. Chaque écoute compte et chaque abonné nous donne la force de continuer. Merci à vous et à bientôt.